Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière session d'Expérience Day Online, une matinée dédiée aux directions marketing sur les enjeux de l'année à venir, avec notamment cette question de comment impacter le business en 2026 quand on fait du marketing. Pour cette dernière session, j'ai le plaisir de recevoir Jordan, le CEO de Bulldozer Collective. Salut Jordan. Salut. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait super plaisir de t'avoir en face de moi. D'habitude, tu es plutôt de l'autre côté dans ton podcast. Donc, c'est bien aussi de pouvoir inverser et d'amener un petit peu aussi toi ta contribution à ces sujets-là. Pour ceux qui connaissent peut-être pas encore Bulldozer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est? Ouais, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très, très plaisir. Et puis de se voir en vrai, c'est Bah oui, toujours c'est vrai aussi. c'est très, très cool. Donc oui, comme tu l'as dit, je suis CEO de Bulldozer. Donc Bulldozer, nous, on est une boîte spécialisée dans tout ce qui concerne la performance marketing et commerciale des boîtes. Donc on est un acteur identifié sur des sujets qu'on appelle growth. Donc en grande majorité des sujets d'acquisition et d'aide à la conversion. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on a 3 piliers de performance. C'est les people, puisqu'on a un modèle hybride entre une agence et un collectif de freelance. Mhm. La partie méthodologique, où on standardise des méthodes de travail. Et puis la partie technologique, notamment, je pense que tu n'es pas passé à côté du sujet de l'IA, Évidemment. où du coup, c'est un gros sujet dans les organisations marketing. Je sais que vous en avez discuté précédemment et Tout qu'on à aura fait. l'occasion d'en discuter aussi. Exactement. Mais voilà, on développe de la techno propriétaire notamment pour aider les entreprises marketing, enfin les entreprises à prendre au sérieux le sujet de l'IA dans le marketing. Voilà. Super intéressant. C'est vrai que du coup, voilà, moi je cherchais quelqu'un qui pouvait vraiment incarner en fait cette thématique qu'on a aujourd'hui sur Expérience de Online. Ça fait un moment que je te suis, ça fait un moment que j'écoute aussi ton podcast, que je lis tes newsletters et je me disais que voilà, tu étais vraiment une personne qui pouvait incarner cette notion d'impact. Tu as eu l'occasion de travailler et d'interroger aussi beaucoup des entreprises en très Mm. forte croissance Mm. qui ont des méthodologies très spécifiques, mais pour autant, aujourd'hui, il y a beaucoup de PME, de TI en France qui sont peut-être pas autant avancés en fait sur ces enjeux-là, qui n'ont pas peut-être forcément la même vision du marketing que ces entreprises-là. Donc ça m'intéressait vraiment d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, on le voit et nous, on le constate aussi chez Id Agency, les dirigeants avec lesquels on discute, le marketing est toujours un petit peu galvaudé, on n'a pas encore toujours bien les compréhensions par rapport à ça. Euh, il y a des patrons de boîtes qui peuvent encore se dire, tiens, le marketing, finalement, c'est encore un centre de coûts. J'ai du mal à voir en fait comment ça me rapporte. Moi, je suis directeur marketing d'une petite PME. J'ai un patron qui vient me voir et qui me dit, je sais pas vraiment ce que tu rapportes. Comment on répond à ça? Comment aujourd'hui, là, en 2025 et à l'aube de 2026, on répond à ça? Alors, effectivement, c'est un sujet qui revient en permanence Oui, et particulièrement dans les organisations qui ont des équipes commerciales. Parce qu'il s'avère qu'entre le marketing et le revenu, il y a une équipe qui s'appelle les commerciaux. exactement. Et autant c'est assez facile de voir la contribution de ces commerciaux sur le revenu parce que c'est eux qui closent les deals, autant de pouvoir attribuer ne serait-ce que la génération de leads à l'équipe marketing, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, euh, pour un acteur comme moi, bon, du coup je suis un peu biaisé dans la réponse, mais pour un acteur comme Bulldozer, la grande majorité du business qu'on génère, c'est via notre contenu. Donc souvent, quand on me dit mais qu'est-ce qui me prouve que le marketing ça marche, ma réponse c'est comment ça se fait qu'on se parle. Voilà. Très bien. C'est très clair au moins. Non mais en Oui, fait, c'est souvent aussi simple que ça. Et en fait, il y a un sujet qui est revenir un peu aux fondamentaux de à quoi ça sert le marketing. En fait, le marketing, ça sert à la fois à attirer l'attention, je vais le dire comme ça, c'est oui, peut-être un terme un peu caricatural, oui. mais à attirer l'attention pour permettre à des leads effectivement de venir. Mais ça a aussi une vertu sur tout ce qui peut aider les commerciaux dans leur travail et notamment bâtir de la crédibilité, de la légitimité, etc. Donc typiquement le travail sur, je donne des exemples un peu comme ça, hein, mais les use cases clients, mettre en valeur ce qu'on est capable de faire chez les clients, typiquement. Bon, ça, c'est un levier de crédibilité qui est assez facile. Et donc, en fait, le sujet, c'est ça. Et donc, après, il y a un autre sujet qui est beaucoup plus complexe, c'est le sujet de l'attribution. Et le sujet de l'attribution, c'est un sujet qui, pour moi, est impossible à résoudre. En tout Je cas, partage aussi ce point-là. Ouais. voilà. À partir du moment où on a une équipe commerciale, oui, on peut attribuer des choses, etc., mais Mm. c'est pas évident. C'est pour ça que moi, ce que je conseille aux organisations marketing, parce que là, tu me dis comment je peux convaincre un Oui, dirigeant que le marketing, ça fonctionne, oui, mais le point de départ, c'est effectivement d'avoir de la conviction. exactement. Donc, je t'ai donné quelques éléments qui peuvent aider à donner un peu de conviction à la personne, mais il y en a qui, malgré ça, ne veulent toujours rien savoir. Bon, voilà.
Par contre, il y a aussi un autre sujet qui est un peu autour du même sujet, c'est comment aider les organisations marketing à gagner en crédibilité face à la direction, qui est un peu finalement le même sujet. Exactement. Et là, moi, ce que je conseille aux orgas marketing de faire, c'est qu'au lieu de raisonner en termes d'attribution, qui est quelque chose d'assez binaire, c'est-à-dire le deal vient du marketing ou le deal vient des sales, c'est plutôt raisonner en termes d'influence et de plutôt essayer de mesurer l'influence du marketing sur un deal. Et le fait de travailler sur l'influence du marketing sur les deals, là, on peut trouver des moyens assez simples en fait, de montrer la contribution du marketing. Typiquement, je vais regarder, en fait, avant d'avoir un deal dans mon pipe, cette personne-là s'est abonnée à la newsletter, elle est venue à un événement, elle est blablabla. Et donc, le simple fait de regarder tous ces touchpoints, c'est un super moyen de montrer l'influence du marketing sur un deal, même si à la fin, peut-être que la direction dira oui, mais c'est grâce au sales que ça a closé. Mais Mais c'est là-dessus, pas grave. on pourra s'accorder Oui. là-dessus. Enfin, voilà. Et finalement aussi, c'est peut-être un enjeu aussi pour les directions marketing d'aller discuter, d'échanger avec les codires, d'échanger avec les dirigeants, de, comme tu le dis, de pouvoir montrer ces différentes, cette influence. Mais il y a aussi beaucoup une question de culture en fait du marketing en France qui n'est pas forcément toujours très claire ou encore une fois très galvaudée sur notamment la direction marketing B2B. On voit beaucoup, bah tiens oui c'est eux qui font le site internet, les plaquettes pour notre catalogue et puis Oui, qui organisent les salons. oui. Donc il y a quand même aussi un esprit culturel marketing en France. Je trouve qu'on le rattrape, mais malgré tout, moi, dans les boîtes avec lesquelles j'échange, on a toujours quand même cette conviction de ah bah eux, c'est le site internet et les salons, quoi. Oui, alors, en fait, c'est assez particulier parce que il y a beaucoup de confusion entre, par exemple, le marketing et la communication. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire que pour beaucoup, faire du marketing, c'est faire de la communication. Oui. Ensuite, il y a, bon, moi qui fais ce qu'on appelle du growth, il y a aussi toute la confusion autour du fait que le growth, c'est j'ai une espèce de petite baguette magique, je vais faire abracadabra, et puis ça va être la folie. Donc, et là, il y a une vision très, très perf. Limite, je vais plus avoir besoin de mes commerciaux. Mhm. Et donc, en fait, la définition même des termes n'est pas évidente en France, Mhm. et la compréhension Mhm. du terme n'est pas évidente. Et je pense que ça aussi, ça joue. Et donc, il y a un gros travail à faire. Ça aussi, c'est une recommandation que je fais à l'ensemble des organisations marketing, c'est euh, le marketing interne, ce qu'on appelle le marketing interne. Donc, montrer ce que le marketing fait pour mettre en avant la boîte, fait pour, etc. etc. Le problème des marketeurs, c'est que souvent, ils considèrent que ce qu'ils font, c'est hyper logique. Oui, Et donc, on n'en parle pas. En fait, quand c'est logique, on n'en parle pas. exactement. Mais sauf qu'il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. Si tout le monde dans l'organisation les voyait, tout le monde se dirait mais oui, mais évidemment que ça a eu un impact sur ma bottom line ou ma top line, tu vois. Et donc ça, c'est un point qui est hyper important, c'est le marketing interne. Et on le voit aussi, finalement, quand on essaye un petit peu de justifier sa valeur, on va essayer de multiplier les campagnes, on va essayer de multiplier les formats, on va essayer d'être un petit peu éparpillé pour dire regardez tout ce qu'on fait. Il y a je trouve cette tendance au marketing de dire faut qu'on produise beaucoup pour justifier un peu notre valeur. Comment on peut justement aujourd'hui prioriser ses actions On a aussi parfois le syndrome du patron qui dit tiens j'aimerais bien que tu fasses ça Oui. parce que j'ai vu que ça marchait bien. Comment on arrive à prioriser quand on est un directeur ou une directrice marketing aujourd'hui par rapport à tous ces enjeux et tous ces formats et tous ces influenceurs, tous ces contenus qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça dans le quotidien? Alors, c'est une très bonne question, surtout en ce moment avec Oui, l'IA, oui, encore plus. parce que en fait, On produit encore plus du coup. exactement. Voilà. En fait, ça c'est vraiment une erreur. Mm. Et d'ailleurs, donc chez Bulldozer, on a vraiment un sujet qui est de dire aujourd'hui, nous on pense que l'IA, l'erreur que font la plupart des organisations, c'est l'IA doit me permettre de faire plus. Et nous, on pense que la vraie force de l'IA, c'est qu'elle permet de faire plus précis. En fait, c'est ça la vraie force de l'IA. Et donc, en gros, je suis 100% d'accord avec toi. C'est un peu le problème de on veut empiler. C'est Ouais. on empile, on Mm. empile, on empile, et on pense que plus de quantité égale plus de business. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est le pragmatisme. Et ce pragmatisme, parfois c'est du gut feeling, mais le gut feeling, enfin ce qu'on ressent, enfin le ressenti, c'est jamais vraiment déconnant. Déjà, il y a ce point-là, c'est je remarque chez la plupart des gens, franchement, c'est rarement déconnant. Donc, je donne un exemple pour caricaturer un peu le propos, mais tu vas tout de suite voir, c'est OK, on a Twitter, TikTok, LinkedIn, machin, etc. Je suis une boîte B2B. Est-ce que je vais prioriser TikTok à LinkedIn? Non.
je n'ai pas besoin de te montrer une étude de Bien sûr. marché, tu vois, réalisée par McKinsey pour que tu me dises non, non, en effet, il faut que je privilégie LinkedIn. Et ben, en fait, je trouve que dans les organisations, cette réflexion-là, qui est toute bête hein, et que j'ai caricaturée, elle n'existe pas ou beaucoup trop peu. Et en fait, souvent, on est pris par le FOMO. Mmh. Donc, il y a quelques années, il y en a qui vont peut-être se souvenir, c'était au moment du Covid, il y a eu Clubhouse. Oui. Clubhouse, le nombre d'organisations avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler qui disaient il faut absolument qu'on se mette sur Clubhouse, etc. Et qu'il y avait tous les experts Clubhouse qui sont Oui. sortis de nulle part Oui. sur LinkedIn. En fait, maintenant, avec le recul, ça fait marrer. Oui. Et moi, donc ça, après, c'est une philosophie personnelle Mm. et qu'on a également chez Bulldozer et que j'encourage aussi beaucoup d'organisations à avoir, c'est complètement OK d'être late parce que c'est pas parce qu'on est en retard qu'on ne sera pas les premiers. Mm. Et donc, il y a quand même cet élément-là à avoir en tête. Et je veux dire, Apple, c'était pas les premiers à sortir un téléphone. Non. Pourtant, c'est les premiers sur le marché du téléphone. Mm. Et donc, ça montre bien que c'est pas parce qu'on arrive après la bataille que, en fait, on ne peut pas arriver à être premier. Et moi, je pense que encore une fois, il y a ce sujet du pragmatisme et de concentrer les efforts sur ce qui semble le plus logique. Et encore une fois, après, il faut en revenir sur qu'est-ce qui fait la différence sur mon marché. Je pense que je vais considérer que toi et moi, on fait partie du même marché, qui est un marché le marché du service en B2B. L'élément prioritaire pour pouvoir faire du business sur le marché du service B2B, c'est la confiance. Exactement. Donc, moi, je vais travailler sur tout ce qui me permet de générer de la confiance. Et je n'ai pas besoin d'être sur TikTok pour faire ça. Et je n'ai pas besoin d'avoir 1500, je ne sais pas quoi pour... Ouais. Voilà. Et donc, encore une fois, pragmatisme, qu'est-ce qui va m'aider à générer du business et je me concentre là-dessus et voilà. Tu as commencé aussi à l'évoquer un tout petit peu tout à l'heure, dans ces organisations B2B, il y a cette relation aussi commerce, marketing, parfois aussi produits, service client. Voilà, c'est un enjeu aussi de synchronisation, d'alignement en fait entre toutes ces équipes. Le fameux syndrome du le marketing m'envoie pas les bons leads et le commercial ne traite pas mes leads. Bon, c'est un sujet récurrent, il y a énormément de littérature sur ce sujet-là, on l'a traité en long, en large, en travers. Euh, Aujourd'hui, dans les gens qui nous écoutent, on a beaucoup de directions marketing qui cherchent effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, à légitimer leur travail. Mais c'est aussi comment on arrive à trouver les bonnes responsabilités entre chacun, comment on arrive à délimiter les périmètres tout en ayant en fait cette notion d'alignement et de synchronisation entre les équipes. Comment on arrive à régler ça parce que je le vois encore vraiment beaucoup trop souvent, le marketing dans son coin, les commerçants dans leur coin. On peut suivre tous les conseils qu'on a pu lire en large et en travers sur le web aujourd'hui. Est-ce que il n'y a pas de recette magique, mais comment on arrive à dépasser un petit peu ça? La communication. Voilà, je pensais que tu allais me dire ça, je me doutais, mais effectivement, mais c'est quand même un enjeu majeur. Ouais. Ouais, alors, c'est un truc c'est hyper central. Il y a quelque chose, moi, que je trouve assez paradoxal et très intéressant avec les entreprises avec lesquelles on bosse. Pareil, j'ai un petit biais, vu que souvent je suis considéré comme un externe dans les organisations. C'est que souvent, j'arrive dans des organisations où les équipes marketing et commerciales ne se parlent pas. Et moi, le fait d'être externe et d'être identifié comme un acteur externe marketing et que une des premières actions que généralement je préconise, c'est est-ce que je peux m'entretenir avec les commerciaux? Les commerciaux, souvent, ils se disent un marketeur qui veut me parler, mais c'est génial. Wow. Et ce simple truc-là, eh ben, ça relance le dialogue. Le fait que quelqu'un d'externe, identifié comme un rôle marketing, vienne parler avec les commerciaux, souvent c'est oh, ok, on est reconsidéré. Et je pense qu'il y a un sujet qui est les marketeurs considèrent que les sales ne les considèrent pas et inversement. Moi, ma recommandation, c'est je considère que tout le travail du marketing se base sur de la ressource commerciale. Et ce que j'entends par de la ressource commerciale, c'est les commerciaux qui sont au contact des prospects, c'est les commerciaux qui entendent les objections, les questions, les problèmes, les besoins, etc. etc. Tout ça, c'est le terreau qui permet d'alimenter le travail du marketing. Et une erreur que je vois chez la plupart des organisations marketing, c'est je vais me créer mon espèce de terreau moi-même en tant qu'équipe marketing. Donc, je vais faire une étude de marché, je vais faire, etc., etc. À aucun moment, je me sers de mon équipe commerciale pour faire ça. À partir du moment où je me sers de l'équipe commerciale pour ça, donc est-ce que tu peux me donner les besoins, est-ce que tu peux me donner, etc., etc. Déjà, le commercial se sent écouté. Ça, c'est le premier point.
Ensuite, c'est le commercial qui définit les règles du jeu. Donc, en fait, notre ICP, par exemple, notre client idéal, il ressemble à ça, 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 ça. Moi, en tant que marketeur, je dis, OK, très bien, je vais me baser sur ces trucs-là. Puis ensuite, je vais envoyer l'ICP aux commerciaux. Et puis le commercial, il va dire, c'est quoi ces leads de merde? Parce que c'est un peu la classique. Oui. Mais sauf que moi, du coup, là, j'ai le pouvoir de pouvoir lui dire, je comprends pas. Je t'ai envoyé exactement ce que tu m'as donné. Et en fait, là, ça y est, le vrai dialogue se met en place. Et vraiment, le point de départ, c'est ce truc-là, c'est de dire, écoute, commercial, je vais faire exactement ce qu'il faut pour, voilà, c'est toi qui vas me définir les règles de mon jeu. Et une fois que, en fait, les règles, elles sont pas bonnes, on rentre dans le vrai dialogue de, alors, comment est-ce qu'il faut modeler les règles, comment est-ce que machin, et ensuite, ça me laisse moi mon terrain de jeu marketing. Et ça, c'est un truc que les organisations ne font pas. Et que je recommande vraiment, c'est le point de départ du marketing, c'est les inputs de l'équipe commerciale. Et à partir du moment où on raisonne de cette manière-là, souvent, ça règle pas mal de problèmes. Super en phase avec ce que tu dis, et c'est vrai que je l'ai constaté énormément, même à titre individuel, en fait, hein, cette notion d'échange et de co-construction aussi. Et là, notamment, on va l'évoquer, on est sur la préparation des plans marketing de l'année prochaine. Construire son plan marketing aussi tout seul n'est pas forcément une bonne chose. Avoir les échanges avec les équipes commerciales, quels sont les objectifs de l'équipe commerciale, quelles Oui. sont les attentes aussi vis-à-vis du marketing. C'est hyper important de co-construire ensemble et de discuter et d'échanger ensemble pour justement établir un plan marketing qui devrait, en tout cas on l'espère, s'adapter en fait et répondre aux exigences et aux besoins en fait de chacun, avec cette notion toujours de se dire on va générer ensemble le chiffre d'affaires de l'entreprise, atteindre les mêmes objectifs, parce que in fine à la fin on a le même objectif, c'est de faire vivre la boîte, quoi. On a parlé de culture, on a parlé évidemment d'alignement. Il y a un autre aspect, moi, que je rencontre souvent, et peut-être que tu vas peut-être aussi me dire que tu le vois, c'est aussi beaucoup d'équipes marketing qui fonctionnent encore un petit peu à l'instinct, qui n'ont pas forcément toujours très bien structuré. Il y a toujours ce moment de dire, est-ce que je me fais un plan marketing sur les 12 prochains mois, alors qu'on sait que, tu vois, il y a 6 mois, on ne savait pas ce Oui. qu'il y a, etc. Bref, comment aujourd'hui, des boîtes qui sont encore un peu trop dans ce côté marketing à l'instinct, on arrive à structurer des choses? Est-ce que tu as des conseils à donner, un petit peu des piliers fondamentaux qui vont nous permettre vraiment d'avoir un marketing qui va générer du business? Quels sont un peu ces fondamentaux, ces piliers qui nous permettraient de rapidement avoir de l'impact là, dès le premier trimestre, par exemple 2026? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Ok, alors, il y a deux choses. Il y a ces deux trucs un peu classiques dans le marketing, c'est la brand d'un côté, la perf de l'autre. Oui. Bon, déjà, il y a ces deux trucs-là. Oui. Donc ça, c'est le point de départ, c'est déjà de considérer que tout le travail de la brand, il est là pour amplifier le travail de la perf. C'est vraiment un point qui est essentiel. Et ce que j'entends par amplifier, c'est-à-dire que là où normalement pour 1 euro dépensé, je vais avoir 3 euros de ROI, le fait d'avoir une marque forte, et encore une fois, après on peut débattre de qu'est-ce qu'une marque forte, et ça va beaucoup dépendre des industries. Dans notre industrie, c'est la confiance, Tout à fait. on en reparlait. Oui. Mais du coup, au lieu d'avoir pour 1 euro dépensé, 3 euros gagnés, je vais avoir 1 euro dépensé, 5 euros gagnés. Voilà, donc c'est vraiment ça le travail là. La brand, le sujet numéro 1, c'est le contenu. C'est tout. C'est que du contenu. Et je reviens sur le sujet communication qu'on a abordé un petit peu. Il faut en revenir aussi au fondamental de ça veut dire quoi communication. Il y a un point qui est essentiel, c'est le message. C'est quoi le ou les messages qu'on fait passer? C'est un point que la plupart des boîtes ne travaillent pas. On ne travaille pas. Oui. Parce que, je sais pas, c'est logique. Mais non, c'est pas logique en fait. C'est pas Oui. logique. Et en fait, repose-toi, c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter? Oui. C'est quoi notre point de vue sur notre marché? Ça, c'est un point extrêmement important. C'est quoi notre point de vue? Sur quoi est-ce qu'on se différencie de la concurrence? C'est quoi notre proposition de valeur? Et donc, ça, c'est le point de départ, ça, c'est le socle. Et ensuite, derrière, du coup, on va venir bâtir le contenu. Mais j'ai envie de dire, côté brand, c'est que ça. Et après, côté perf, nous, on distingue, il y a deux choses. C'est ce qu'on appelle la demand capture et la demand gen. La demand capture, c'est la question, c'est est-ce qu'il existe une demande existante, active, et il suffit de ramasser la demande qui est là. Donc, généralement, cette demand capture, c'est le canal numéro 1, c'est Google. Alors maintenant, c'est ChatGPT, etc., mais ça reste majoritairement Google. Donc SEO, SIA, voilà. Exactement. En gros, les gens viennent taper sur un moteur de recherche un besoin, tu apparais, tu réponds à la demande. Voilà.
Je vais sur Google, je dis basket Nike, machin. Bon, bah, il y a de la demande à capturer sur les baskets Nike. Exactement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Oui. Donc, si vous êtes sur un marché sur lequel il y a une grosse profondeur en termes de demand capture, il ne faut pas chercher en fait. Oui. Il faut se C'est concentrer calme. là-dessus. Oui. En fait, il faut se concentrer là-dessus parce Oui. que coup de bol, il s'avère que c'est le canal sur lequel le ROI est le plus machin. Voilà. Et après, par contre, il y a plein de marchés sur lesquels en fait, la demande Oui. à capturer, notamment les marchés innovants, Oui, ou même industriels ou sur des sujets très spécifiques de niche qu'on voit beaucoup dans le B2B, notamment Complètement. ici là, dans la région autour de Lyon, il y a beaucoup de boîtes qui Complètement. sont dans des industries très spécifiques. Là, il faut construire. Totalement. Bah, alors, il s'avère que on pourrait considérer qu'il y a de la demand capture, mais ce Oui. n'est pas des gens qui vont chercher sur Google. Exactement. Par contre, ils peuvent aller dans des salons, par Oui. exemple. Donc la demande, elle se capture dans les salons. Tout à Donc, fait. voilà. Mais en tout cas, c'est où est-ce que se trouve la demande quand quand activement elle se manifeste. Tout à fait. On va dire. Donc ça peut être les salons, ça peut être voilà. Donc là, de toute façon, il faut se concentrer là-dessus. Et après, par contre, quand il faut générer de la demande, là, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. C'est là notamment que le travail de la brand est particulièrement important. Tout à fait. Et après, bah, quand on est dans le B2B, c'est très très simple, c'est LinkedIn. Point. En fait, je vais faire de la pub, je vais faire du contenu, je vais faire de l'influence, je vais faire etc. Mais ce qu'il faut, c'est provoquer la génération de la demande. Et pour provoquer ce truc-là, bah, il faut commencer à planter la petite graine dans l'esprit du prospect de « Ah, j'avais pas pensé à ce truc-là, mais ça a l'air pas mal quand même. Mm. Et c'est tout ça l'objectif. Donc, pour la préparation du plan marketing, encore une fois, si on raisonne de manière hyper pragmatique, c'est ça les plans, en Les fait. trois, ouais. C'est comme ça qu'il faut raisonner, quoi. Ouais. Et après, bah, il y a la question de l'allocation budgétaire. Exactement. Ça, c'est un autre sujet effectivement fait. qu'on pourra évoquer. Il y a cette notion, effectivement, alors là, on a évoqué énormément de sujets intéressants, mais aujourd'hui, une direction marketing qui veut impacter le business, il y a des outils autour, tu l'as dit, effectivement, pour aller mettre en place en fait, ces stratégies-là. Et il y a un point central, c'est le CRM. Aujourd'hui, on a souvent évoqué, toi et moi, ensemble, les premières fois dans nos échanges. Tu me disais, moi, aujourd'hui, une boîte qui n'a pas de CRM, je ne vais pas travailler avec elle. Est-ce que c'est encore toujours le cas? Est-ce que c'est ta vision Oui, c'est toujours. des choses? Aujourd'hui, on le voit même dans la collaboration avec les équipes commerciales, dans la manière de montrer qu'on va influencer en fait, le revenu. Cette notion de pouvoir unifier toutes les données, de pouvoir mesurer, de pouvoir analyser, de pouvoir centraliser vraiment toutes ces informations, elle est clé aujourd'hui en 2025 et en 2026. Et même, on parlera après de l'IA, c'est aussi là que ça va alimenter sur les enjeux de données pour alimenter l'IA, etc. Donc, quelle est ta vision par rapport à ça, avec toutes ces boîtes qui sont encore à jongler entre 25 outils, à échanger des fichiers Excel avec les équipes commerciales après un salon, comme tu disais tout à l'heure? Concrètement, on en est où par rapport à ça dans ce que tu vois? Bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, le sujet numéro un, c'est la communication. Et Oui. il s'avère que le CRM est un super outil de communication. En fait, c'est l'outil qui fait la jonction entre, de manière très naturelle, Mmh. entre les équipes marketing et les équipes commerciales. Donc, en fait, si tout le monde prend la peine d'avoir une bonne hygiène CRM, la communication se fait de manière complètement naturelle. C'est-à-dire que moi, en tant que marketeur, quand j'ai besoin de comprendre, mais attends, mais ce deal-là, enfin ce lead-là, pour moi, il était hyper quali. Comment ça se fait qu'en fait, il a été noté en unqualified, tu vois, Mmh. par exemple. Mmh. Et ben, s'il y a une bonne hygiène et que le commercial qui a traité ce lead a bien mis ses notes dans le CRM pour dire en quoi il était pas qualifié, bah, ça me permet, sans avoir à le déranger, à avoir l'information Oui. directement dans le CRM, pouvoir même potentiellement lui répondre, etc. Mais c'est un outil de communication asynchrone qui est hyper important. Et c'est un super moyen à la fois pour l'équipe commerciale de pouvoir anticiper ce qui risque de se passer dans son pipe, parce que bah, du coup, il voit les mouvements marketing. Mhm. Et pour le marketing, ça permet d'obtenir, comme je le disais, du feedback Tout à fait. sur ce qui se passe sur l'équipe commerciale. Donc vraiment, pour moi, c'est le cœur du réacteur du business. Et j'ai envie de dire, ça nécessite de la rigueur Mhm. dans le fait de traiter correctement ça. Mais quand la rigueur elle est là et que tout le monde joue le jeu, en termes de performance dans les entreprises, c'est le jour et la nuit. Hein. Mmh. Et aussi dans cette notion, je le mentionnais, d'équipe aussi marketing, où on est dans une notion de énormément d'outils. Oui. Des équipes marketing qui utilisent un outil pour envoyer un email, un outil pour faire telle chose. C'est un enfer en fait à gérer au quotidien. Donc aujourd'hui aussi, il y a une notion de rationaliser un petit peu aussi les outils au niveau du marketing. Complètement. Je reviens vraiment sur un truc, c'est le pragmatisme. J'insiste sur ce truc-là. Ouais. Pour la petite anecdote, la première valeur de Bulldozer, c'est pragmatisme. Ouais. Justement parce que on voit que c'est le défaut numéro un des organisations marketing. Mmh. Et donc, on n'a pas envie de représenter aussi ce même défaut.
Donc le pragmatisme, c'est l'élément central. Nous, on a une conviction aussi chez Bulldozer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on développe de la techno propriétaire sur plein de sujets. C'est que la plupart des équipes marketing en fait, ont 50 outils, mais parce qu'elles ne savent pas utiliser les outils qu'elles ont. Et donc, je prends un outil, je ne sais pas l'utiliser, j'ai l'impression qu'il y a un autre outil qui va me permettre de faire ce que je n'arrive pas à faire avec le premier, donc je prends le deuxième, Voilà. et puis en fait, etc. etc. Et puis on se met à empiler les choses. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à identifier les 3-4 outils qui vont faire toute la différence et se former vraiment à fond là-dessus pour avoir une vraie prise en main. Le CRM, encore une fois, les équipes commerciales, il faut qu'elles soient formées parfaitement dessus. Les équipes marketing, il faut qu'elles soient formées parfaitement dessus. Et tout à l'heure, on mentionnait le sujet de l'attribution et de l'influence. Dans les outils CRM, il y a la possibilité de mesurer l'attribution et l'influence, en fait. Oui. Donc, encore une fois, pour moi, il faut vraiment que ce soit le centre névralgique, et je suis 100% d'accord avec toi, il y a beaucoup trop d'outils qui sont utilisés. C'est hallucinant. Et surtout qu'ils ne communiquent pas entre eux, quoi. Des outils qui sont Complètement. complètement désynchronisés, Oui. avec des datas, en fait, finalement, tu en as partout, tu sais même plus où tu en es, ça se duplique dans tous les sens. On le constate nous, tous les jours, hein, dans les boîtes qui viennent nous voir à direction marketing. Des fois, tu te dis, mais comment vous faites au quotidien, quoi. Et le temps perdu aujourd'hui par rapport à ça, c'est assez hallucinant. Tu l'as évoqué un petit peu, on va parler un peu du sujet qui fâche dans les moments là, de fin d'année, c'est la question du budget, peut-être. Alors, est-ce que ça fâche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent bien quand même que moi, pour le coup, on échange beaucoup avec ces directions marketing. On voit que quand même ce budget, il a tendance à diminuer. L'attente du ROI augmente toujours un peu plus. On a parfois des directions financières, ce n'est pas toujours le cas, mais on a des directions financières, pareil, qui comprennent bien le marketing, l'impact, etc. Comment on arrive aujourd'hui à aller voir son boss, là, à cette période, là, novembre, et lui dire, voilà, pour l'année prochaine, j'ai besoin de temps, comment on le justifie, comment on amène? Alors, le sujet du budget, c'est énorme, mais si tu pouvais nous donner aussi quelques éléments peut-être pour débloquer peut-être ce budget, pour essayer de voir comment je peux bien le calibrer sur l'année. Est-ce que j'ai souvent vu là des conseils, même dernièrement, de personnes qui disaient, bah, tiens, c'est bien d'avoir en fait un budget peut-être pas aussi sur l'année parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Oui. Voilà. Comment on arrive à ça? Et c'est quoi un peu tes grands conseils, tes grands piliers en fait par rapport à cette notion du budget marketing? Alors, déjà, quand tu dis pas avoir un budget sur l'année, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que. Et oui, les directions financières, elles te disent, bah non, nous, Exactement. on a une vue comptable, c'est à l'année, c'est comme ça. Voilà. Oui. C'est à toi après de Tout à fait. Tout à fait. jongler. En revanche, bon, ça, il y a un sujet de culture de boîte aussi sur le fait que moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est je vais faire mon budget, il va se baser sur un ROI qu'on a anticipé. Ouais. Sauf que si en fait j'ai un ROI qui est 3 fois supérieur à ce que j'avais planifié, je vois pas le problème à demander 3 fois plus de budget. Mais sauf qu'il y a des fois des organisations qui disent bah non. Oui, mais c'était pas prévu. Bah voilà. Ah oui, mais c'est quand même très très bête comme Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais tu vois. Sachant que je pourrais faire beaucoup plus du coup. Ah oui, Oui. et donc il faut effectivement, d'un point de vue culture, etc., s'accorder sur un peu cette flexibilité qu'on se donne et les points d'alerte en fait. Tu sais, c'est quand tu fais de l'investissement financier, par exemple, tu sais, il y a les stop loss et puis il y a les take profit. Oui, tout à fait. Et ben, c'est un peu le même fonctionnement, tu vois. Il faut pouvoir se dire, cette limite basse, il faut que ce soit état d'alerte et qu'on refasse le point sur la stratégie. Et puis par contre, si je vois que je dépasse la limite de take profit, on va peut-être rediscuter d'une allonge budgétaire, tu vois. En fait, déjà, ça, c'est un peu d'un point de vue philosophique et culturel, je pense que c'est un truc qui est assez intéressant à faire. Maintenant, en fait, le point central, et ça, les organisations, elles ne peuvent pas toujours avoir l'élément, mais en fait, il y a 2 trucs dans la préparation budgétaire. Le premier, c'est être en mesure de se baser sur le ROI passé, l'historique du ROI. Moi, je vois une erreur commise souvent par les organisations, c'est de se dire je vais prévoir une ligne budgétaire, par exemple Twitter, alors qu'on n'a jamais fait de Twitter de notre vie. Et du coup, là, on va rentrer dans les discussions qui fâchent, du type c'est quoi le ROI de Twitter? Bah, j'en sais rien, j'ai jamais testé, et c'est justement pour ça que j'ai prévu un budget sur le sujet. Bah ouais, mais nous, on a besoin de ROI. Et donc, moi, ce que je recommande, en fait, c'est chaque année de se valider une poche, non pas spécifique sur, par exemple, Twitter, mais de se dire, j'aimerais bien une ligne budgétaire d'expérimentation. Cette ligne budgétaire d'expérimentation, franchement, tout le monde, philosophiquement, peut comprendre l'intérêt de ce truc-là, où du coup, on va dire, bah, attends, le marché, il bouge, il y a des choses qu'on n'a pas testées, j'ai entendu dire que ça fonctionnait bien, etc., etc. Et le truc, c'est que cette ligne expérimentation, elle permet de récolter de la data, de se construire un petit historique. Et du coup, quand on négocie le budget l'année d'après, eh ben, on arrive avec de la vraie data sur bah, voilà l'impact que ça a eu, donc voilà comment je prévois machin. Et c'est quoi? C'est 5-10% du budget global? 10%. Ouais. 10% à peu près? Okay. Voilà. Entre 10 et 20. Okay. Mais si on veut se la jouer très safe, 10, okay. 10%, voilà. Okay.
Et le ensuite, reste? il y a un autre élément qui est hyper important, c'est les benchmarks. Ouais. En fait, faut se dire un truc, c'est moi, je remarque les CMO sont souvent en fait, souvent, j'ai l'impression que les CMO sont obsédés par la concurrence, mais en fait, ils ne sont pas obsédés par la concurrence, ils sont obsédés par le benchmark. Mmh. Et une des raisons pour lesquelles ils sont obsédés par le benchmark, c'est pas parce qu'ils ont peur de la concurrence, etc. C'est parce qu'ils se disent, si la concurrence fait ça, ça va me donner des arguments pour aller négocier ça. Mmh. Et donc, je vois que notre concurrent principal fait des salons alors que nous, on n'en a jamais fait. Bah, ça me donne des billes pour aller dire au CFO ou peu importe, notre concurrent le fait. Mmh. Et donc, je pense que d'un point de vue organisation budgétaire, ça, c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants. C'est se construire un historique, prévoir une petite poche expérimentale, et ensuite avoir du benchmark à fond pour être en mesure d'aller négocier les budgets. Parce que souvent, quand on observe que bah, moi, en fait, mon budget Dimension, je reprends les exemples de tout à Mmh. l'heure, mon budget Dimension, il est de 10% sur mon budget marketing global, alors que le standard du marché, c'est 35%. Mmh. Bah, naturellement, la manière que j'ai de négocier, c'est absolument pas la même. Donc, le sujet du budget, c'est en grande partie être en mesure de rassurer le board, les financiers, etc., Mmh. sur le fait qu'on ne va pas jeter l'argent par les fenêtres. Mmh. Et donc, le meilleur moyen de rassurer, encore une fois, c'est Montrer ce qui se passe ailleurs. exactement, c'est Mmh. montrer ce qui s'est passé dans le passé chez nous Mmh. et la direction qu'on avait sur le sujet, le ROI, etc., et montrer ce qui se fait chez les autres. Et voilà, déjà, si on a ça, les négociations se passent assez bien. Ce matin, on a une table ronde hyper intéressante sur l'IA. Évidemment, c'est le sujet. Là, ça fait 12 mois, limite un peu trop. Là, on ne sait plus où trop on en est. Tu l'as évoqué, effectivement, vous avec Bulldozer, c'est un sujet aujourd'hui, forcément. Vous êtes aussi attendu sur ça et vous avez des demandes là-dessus. On a beaucoup évoqué voilà, l'intégration de l'IA au sein des équipes. On a parlé beaucoup d'humains, on a parlé de la data, on a parlé aussi des use cases à tester, des choses comme ça. C'est quoi, toi, ta vision par rapport à ça? Je t'ai pas trop vu encore beaucoup en prendre beaucoup la parole Ça sur va ces venir, sujets, ça ça va va venir. J'ai suivi un super webinaire sur les enjeux géo là récemment. C'était vraiment canon ce que vous avez fait. Merci. Comment justement, en fait, toi, c'est quoi un peu voilà, ta conviction, j'ai envie de savoir ta conviction par rapport à ça, et par rapport à ces directions marketing qui parfois ne savent pas trop où elles en sont par rapport à ces sujets-là, peut-être si tu as des conseils aussi à leur donner, Ouais. comme on l'a vu ce matin, pour démarrer? Alors moi, j'ai une conviction qui est très forte, c'est que ça va complètement bouleverser les organisations marketing. Ça, on est d'accord. Voilà, je pense qu'il va y avoir un marketing d'avant, un marketing d'après. Mmh. Euh, le problème, c'est aujourd'hui, je pense que les efforts qui sont mis sur les sujets d'IA, le curseur n'est pas positionné au bon endroit. Aujourd'hui, le sujet de l'IA, c'est comment faire plus. Oui. Voilà, point. Mm. C'est vraiment exclusivement ça. Moi, je pense que l'IA, ça doit permettre de faire, encore une fois, plus précis et mieux. Et donc, le plus précis, c'est des sujets de personnalisation et d'expérience. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus qui est assez peu envisagé par les boîtes vis-à-vis de l'IA, sur le fait que l'IA, d'un point de vue expérience client, ça peut vraiment apporter du plus, mais c'est incroyable. Oui. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est sur le fait qu'il y a des enjeux de productivité dans les organisations qui vont être assez dingues, et notamment sur les sujets CRM. Je pense que ça, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, pour moi, il y a un peu la culture IA, enfin comment se servir correctement de l'IA, c'est pas encore très bien identifié. Je vais mentionner un exemple. Et d'ailleurs, on va sortir un outil gratuit sur le sujet, donc on aura l'occasion, pour les personnes qui suivent le contenu, j'aurai l'occasion de communiquer sur le sujet. Mais nous, un sujet sur lequel on voit que c'est vraiment incroyable l'IA. Tout à l'heure, on mentionnait, je vais discuter avec mes commerciaux pour leur demander c'est quoi mon client idéal. Bah, il s'avère que en pluguant une IA sur mon CRM et en demandant à l'IA c'est quoi mon client idéal, en fait, l'IA sort des trucs, mais c'est dingue. Ouais. Les retranscriptions de call, les fiches contact, entreprise, il y a une mine d'informations énorme. Tout à fait. Et donc après, souvent, l'hygiène du CRM n'est pas suffisamment bonne pour que ce soit vraiment intéressant, sauf que les IA maintenant sont aussi capables de faire de la recherche web. Donc typiquement, nous, le genre de choses qu'on fait, c'est qu'on dit, tu vas m'analyser les contacts et les compagnies que j'ai dans mon CRM, les deals, etc., et tu vas me croiser ça avec ce que tu trouves sur le net sur les personnes
et les entreprises. Mhm. Et grâce à ça, tu vas m'identifier c'est quoi mes industries clés, etc. etc. Les fiches d'ICP que l'IA est en mesure de faire, mais les organisations, elles n'ont jamais vu ça de leur vie. Mhm. Et d'un coup, mettre ça dans la main des commerciaux, notamment qui font de la prospection en disant maintenant tu vas prospecter uniquement les tier 1, Mhm. mais l'impact, il est incroyable. Donc moi, je pense que l'IA, ça va complètement bouleverser voilà, les organisations. Je pense qu'il va y avoir du remue-ménage en interne sur les objectifs qui vont être fixés, etc. Parce que, encore une fois, je pense que le curseur ne va pas être positionné au bon endroit, donc il risque d'y avoir un peu des conflits. Mhm. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont perdre leur emploi par Oui. erreur. Oui. Je pense vraiment. Hein. Mhm. C'est-à-dire, on va considérer que ces gens-là, on n'en a plus besoin parce qu'il y a l'IA, et puis en fait, Mhm. on en a encore bien besoin, Mhm. parce qu'encore une fois, on a mal positionné le curseur. Et je pense que dans 10 ans, parce que je pense que c'est vraiment un cycle de 10 ans, hein, même si l'IA, ça bouge très très vite, comprendre l'utilisation du truc, ça va être, je pense, un long cycle. Toutes les organisations auront une culture différente, des outils différents, etc. etc. Donc ouais, hâte de voir ce que ça va donner. Ce que tu évoques là, ça me fait penser effectivement aussi à des enjeux aussi. On parle énormément d'outils, de pratiques, etc. Mais les soft skills, en fait, aujourd'hui, des directions marketing, elles doivent aussi énormément évoluer. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette vague digitale ces 10-15 dernières années qui a amené en fait des directions marketing à penser différemment, à retravailler leur parcours, à imaginer des nouveaux leviers, des nouveaux canaux, etc. Mais là, l'IA réinvente encore beaucoup de choses et c'est des nouvelles compétences humaines, même au sein des équipes, qu'il faut développer. Oui, et je dirais que la première des compétences, c'est, même si ça peut paraître un peu particulier de dire ça, mais je ne sais pas trop comment la nommer, mais il y a un peu une compétence de documentation. Mm. En fait, plus on documente, plus l'IA est performante et est capable de s'adapter. Et donc, je pense que aujourd'hui, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a beaucoup d'organisations marketing qui font un peu les choses à l'instinct. Mm. Elles n'ont pas vraiment de process, elles n'ont Mm. pas vraiment de roadmap, elles Mm. n'ont pas vraiment de documentation. Mm. Les éléments de brand, notamment, c'est quoi notre persona, c'est quoi notre tone of voice, c'est quoi notre opinion sur le marché, c'est quoi notre point de vue sur tel truc et tout. Ça, c'est pas du tout documenté. Et je pense qu'en fait, le jour où les organisations comprendront la manière dont l'impact qui est capable d'avoir une IA et la réalisation de ah mais en fait quand je lui donne ces inputs, voilà ce que j'ai en sorti. Oui. Naturellement dans les organisations, il va y avoir quelque chose de très très positif qui va se mettre en route, c'est la documentation, le fait de normer, etc. Le fait de formaliser des choses qui ne l'étaient pas jusque-là. Et c'est déjà quelque chose qui manque dans les organisations. Oui. Donc, si l'IA permet aux entreprises de pouvoir réaliser ça et enfin Mm. bouger les lignes sur ce Mm. sujet, c'est parfait. Ouais, sujet de base de connaissances effectivement au sein Oui, des entreprises, ça amène tout le contexte en fait, et c'est là où justement on a la pertinence des résultats. exactement. C'est Notre fondamental. positionnement, notre machin. Fondamental. Super intéressant et c'est un truc que je partage beaucoup. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que aujourd'hui, par exemple, des IA peuvent se connecter en fait via ce qu'on appelle les MCP. On en a parlé en table Oui. ronde tout à l'heure, à des bases comme SharePoint, Google Drive et peuvent venir Totalement. chercher l'information. Mais si tu n'as rien en information, c'est compliqué de pouvoir alimenter, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est toute cette donnée non structurée qui est un Oui. petit peu partout et nulle part en même temps, comme tu le dis, qui va être vraiment fondamentale dans les résultats qu'on obtiendra. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est vrai que c'est une réflexion que je me faisais récemment en me disant, même moi-même, en fait, tous les points, les échanges que j'ai aujourd'hui, avant, parfois, je pouvais avoir des choses informelles que je notais pas. Et aujourd'hui, je renote, en fait, aussi Ah tout oui. ça pour justement documenter. Et ça me donne, en fait, aussi un moyen d'aller plus vite aussi dans mes rapports trimestriels, semestriels, annuels. Ça donne, en fait, du contexte à l'IA que je pourrais pas avoir. J'ai même fait un petit truc intéressant, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais chez Id Agency, nous, on fait les profils disques, tu sais, c'est les profils en fait, de personnalité. Et ben, le résultat, moi, je l'ai mis en fait, pour que l'IA comprenne qui je suis réellement. Et en fait, par exemple, je me suis créé un petit coach marketing, tu vois, où des fois, je vais partir, tiens, je voudrais faire ça, mais je ne suis pas sûr, etc. Bah, l'IA, en fait, elle se dit, mais attends, Alexandre, en fait, toi, tu es plutôt une personnalité comme ça. Donc, effectivement, tu pourrais penser ça, mais non. En fait, je t'oriente plutôt vers ça. Et bah, je te jure, les résultats, ils sont vraiment canons, quoi. Ouais, je suis pas surpris. Ouais. Et tu vois, et en fait, je me dis même la connaissance de soi-même, Ah oui, elle est hyper clé en fait pour amener aussi, et notamment pour les marketeurs qui produisent des choses, qui incarnent aussi beaucoup la voix de l'entreprise, c'est hyper clé, quoi. complètement. Euh, pour finir, peut-être très rapidement,
La feuille de route, là, dans les prochains mois, là, c'est quoi pour toi, pour une direction marketing? Là, je pense que peut-être le sujet de créer un peu cette base de connaissances là, sur la fin de l'année pour préparer 2026, mais c'est quoi là, les gros chantiers, on va dire, prioritaires pour toi sur 2026? Alors, c'est une question un peu large, mais si tu as quelques recos, est-ce que c'est travailler sur les enjeux de data, c'est travailler sur les enjeux de process? C'est quoi un peu les grands points? Bah, en fait, j'ai envie de dire, le gros sujet 2026, ça va être l'IA, hein, Hmm, vraiment, pour moi, ça va oui, être ça. Et donc, en fait, de encore ça une découle. voilà, bah, Ouais. mais du coup, le truc, c'est aujourd'hui, vu que, je sais pas, je pense 95% des organisations ne sont pas encore aptes à vraiment profiter de ce qu'offre l'IA, eh ben, je pense que la feuille de route, c'est surtout être hyper bon sur les fondamentaux qui vont pouvoir permettre de faire levier sur l'IA de la meilleure des Hmm, façons. Et donc, il y a un enjeu de structure de la data. Tu as mentionné la data, c'est un point extrêmement important. C'est, encore une fois, ce qu'il faut, c'est donner un maximum d'input à mon LLM, à mon outil, peu importe. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir, je sais pas, une structure data, tracking, etc., aux petits oignons. C'est être hyper bon sur les fondamentaux de c'est quoi notre point de vue, c'est quoi nos messages, notre proposition de valeur, etc. Notre brain book, toutes ces choses-là. Si les boîtes, elles sont pas au point sur ce truc-là, et je peux comprendre parce que souvent on se dit, hmm, c'est typiquement le genre de sujet où on préfère procrastiner. hmm, Typiquement les enjeux data, moi je le vois parce qu'on propose de la mise en place de data chez les clients, ils reçoivent un devis et ils disent ouais pour plus tard. hmm, Parce que, en fait, on se dit oui, mais non, mais ça, en fait, je vois pas l'intérêt hmm. d'investir dans ce truc-là. Oui, mais il y a une vraie différence de performance entre les organisations qui ont mis en place ces fondamentaux et celles qui ne les ont pas. Donc, je sais que ça va être un challenge pour les organisations marketing de se dire bon, bah, il va falloir que j'investisse là-dessus versus la perf, la vision très court terme, etc. Mais vraiment, pour moi, 2026, c'est une année de transition pour beaucoup, beaucoup d'organisations sur ces sujets d'IA. Et cette transition, elle va se faire sur à quel point est-ce qu'on est solide sur ces trucs-là et à quel point on est capable de pouvoir alimenter avec des inputs de très très grande qualité les IA. Donc ouais, pour moi, ça devrait être ça le focus de 2026. C'est une bonne conclusion, ça. Parfait. Bah, merci beaucoup, Merci à Jordan. toi. C'était hyper dense, mais super intéressant. On a couvert pas mal de sujets. Bah, écoutez, voilà, Expérience D Online se termine pour cette matinée. J'espère en tout cas que les différentes conférences vous ont intéressé. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir échanger avec toi directement sur LinkedIn Oui. ou avec nous aussi. Voilà, il y a plein de chantiers, plein de sujets sur lesquels effectivement on peut vous accompagner à la fois Bulldozer, mais aussi ID Agency. Donc on sera ravis de pouvoir vous accompagner. Je remercie tous les partenaires évidemment de cette matinée Expérience Day Online qui nous ont permis en fait de réaliser cette première édition et de sortir un petit peu voilà, du cadre qu'on avait habituellement physique ici à Lyon. On vous retrouve, j'espère, très bientôt. Merci beaucoup, merci encore Jordan, Merci à et toi. puis au revoir.